La honte court comme le feu, nous enseigne ce proverbe berbère. De son côté, saint Augustin estime qu'il est honteux d'être sans honte. Et vous, vous êtes-vous déjà, par exemple, imaginé à quoi ressemblait la vie avant qu'Adam et Ève ne pêchent ? À Genèse 2,25 nous dit qu'Adam et Ève n'avaient pas honte dans le jardin d'Éden, tandis qu'ils étaient nus après avoir péché. En revanche, ils se sont cachés. Alors d'où vient ce réflexe humain de la honte ? Est-ce un poison ou au contraire une arme anti-égo ? Bref, est-ce un péché tout simplement d'avoir honte ? Je vous propose d'y réfléchir pendant 52 minutes avec nos trois invités dans cette émission Quête de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF avec, donc, pour commencer, le Père Pascalide. Bonjour Père. Bonjour Marie-Ange. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes bien réveillés tous les trois ? Tout va bien ? Parce qu'attention, hein, gros sujet. Prêtre que vous êtes du diocèse de Paris, vous êtes toujours médecin, docteur en philosophie et en théologie. Vous avez publié de nombreux ouvrages. On peut mentionner peut-être aujourd'hui, à nouveau, j'ai envie de vous dire, les 7 péchés capitaux aux éditions de l'Emmanuel, si je ne me trompe pas, ou chez MAM plutôt. Chez MAM. Un autre peut-être en lien avec l'émission du jour, où il est question justement... J'ai jamais abordé cette question-là. Écoutez, il fallait une première, bienvenue. En face de vous, Stéphane Flocari. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie-Ange. Alors aujourd'hui, vous ne venez pas nous parler de sport, votre petit sujet, votre grand sujet chouchou, mais bien de ce sujet-là, puisque vous êtes agrégé et docteur en philosophie. On peut mentionner plusieurs de vos ouvrages. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous aviez publié Nietzsche et le Nouvel An aux éditions des Belles Lettres, également sur Vivre à Noël il y a quelques temps. Pourquoi le football un peu plus récemment, et donc Le sport et moi, qui sort en ce moment aux éditions de l'INSEP, si je ne me trompe pas. Tout à fait, Amphora et l'INSEP. Alors, question juste... La honte a-t-elle fait partie de l'un de vos sujets de recherche dans l'histoire de votre carrière philosophique ou pas ? Je dirais que tous les philosophes qui reçoivent une formation philosophique sérieuse, à un moment ou à un autre, rencontrent la question de la honte. Alors moi, j'ai plutôt été un spécialiste de Nietzsche, mais je suis aussi un professeur de philosophie. Et c'est plutôt à travers Sartre que les philosophes entendent parler de la honte. C'est-à-dire que la honte, en fait, c'est l'intrusion du regard d'autrui sur moi. Imaginons que je sois en train de regarder quelque chose que je ne devrais pas voir et qu'on me surprenne pendant que je suis en train de le regarder. Je passe de la jouissance à la honte. Je passe du plaisir de regarder quelque chose que je m'accorde le droit de regarder à quelqu'un qui me surprend en train de regarder. On dit également se faire griller, c'est un peu ça. On fait se faire cramer, disent nos jeunes gens. Brûler. On voit bien, là, il y a une image qui est liée au feu, qui est liée sans doute à une forme de rédemption. Mais dans la honte, il y a toujours l'idée, et on va en parler, je pense, aujourd'hui, d'une chute, d'un désastre, d'une catastrophe. Il y a quelque chose qui me tombe dessus dans la honte, et peut-être que ce qui me tombe dessus, comme tous les véritables dangers, sont déjà là avant qu'ils se présentent. Et l'expérience dont vous avez parlé d'Adam et Ève au Jardin d'Éden, qui n'éprouvent pas de honte par rapport à la nudité, ça a été travaillé aussi par Freud. Il y a des rêves de confusion qui sont liés à la nudité, parce qu'évidemment, au Jardin d'Éden, on n'éprouve pas de honte normalement par rapport à sa nudité. Et l'une des questions qui se pose, c'est quand je suis tout nu et tout seul, est-ce que je peux quand même éprouver de la honte ? Alors là-dessus, il y a un autre philosophe qui s'appelle Jacques Derrida, qui un jour raconte cette expérience incroyable. Il a eu honte devant son chat. Il traverse le salon et il croise le regard de son chat et il éprouve une honte. Il se cache le sexe, il se cache les parties, disons, intimes de son corps. Ce qui veut dire que la honte parle structurellement de notre propre être regardé. Intéressant. Premier élément de réponse. Patrick Rass est enfin en ligne avec nous. Bonjour Patrick Rass. Bonjour. Patrice Rass, pardonnez-moi. Formateur, conférencier que vous êtes, vous avez publié une 50aine d'ouvrages. On peut mentionner Mieux travailler avec la sagesse Toltec. Vous avez également publié L'ego, ami ou ennemi. Là, on se rapproche brutalement de notre sujet, n'est-ce pas ? Aux éditions Erol, Patrice Rass. Est-ce que justement, la honte, c'est vrai qu'on en parle assez rarement en soi. En philosophie, c'est vrai que c'est un sujet qui fait rarement l'objet, par exemple, d'ouvrages. C'est assez étonnant. Est-ce que c'est un tabou d'une certaine façon, la honte, Patrice Rass ? Alors oui, d'une certaine façon. Moi, je dirais surtout que la honte, c'est comme toutes les émotions, elle est aussi culturelle. Par exemple, j'ai l'impression qu'en Asie, au Japon en particulier, la honte est omniprésente. Elle est très faible chez nous, en France, en Occident, parce qu'elle est un peu remplacée en quelque sorte par la culpabilité. Moi, je fais de la psychologie et du développement personnel. Je n'ai jamais eu de demande de formation, de stage sur la honte. Par contre, sur la culpabilité, j'en ai eu presque pendant 30 ans. Vous voyez ?
Donc, ça veut dire quelque chose, effectivement, de notre culture. Intéressant, Père Pascalide, effectivement. Qu'est-ce que c'est que la honte? Pour commencer, là, je m'adresse au prêtre, évidemment, que vous êtes. Comme Patrice, c'est intéressant. D'abord, c'est un sentiment. Hein. C'est un sentiment? Oui, c'est un sentiment. En fait, c'est une crainte. L'affect fondamental qui est derrière, c'est la crainte d'être rejeté. Et la crainte fondamentale, on va en reparler, qui est derrière, et des exemples qui étaient donnés, en effet, que vous avez donnés, Stéphane, sont intéressants. Encore plus que ce que dit Sartre. On voit bien, il prend l'exemple en effet de celui qui se laisse surprendre en train de regarder par le trou de la serrure. Et donc il va en effet se sentir comme gelé dans tout ce qu'il est, il va être réduit à ce qu'il fait. Mais je crois quelque chose de plus profond, et l'expérience d'Adam et Ève était intéressante aussi de ce point de vue-là. Sur le fond, la honte, c'est la crainte d'être objectivé et objectivé par l'autre. En effet, il y a toujours la relation à l'autre, d'être donc réduit dans son humanité à une chose. Et ça rejoint bien sûr l'expérience de Sartre, mais du coup, vous posiez la question, en effet, est-ce qu'on peut avoir honte tout seul? Moi, je me rappelle un passage très intéressant dans une des autobiographies de Simone de Beauvoir, où elle raconte, en effet, je crois que c'est au tout début de sa vie, donc elle devient adolescente, et bien sûr, son corps se transforme. Elle se regarde dans la glace, et elle dit « je rougis ». Moi, c'est une expérience qui m'est arrivée un jour. Je lisais un ouvrage sur la connaissance de soi. J'ai toujours bien travaillé ce genre de domaine, et je pensais bien me connaître. Et je lis le livre, c'est un livre sur l'énéagramme, et en 1 heure, il décrit ce que je suis mieux que je ne me connaissais. Et je me suis vu, moi je me suis plutôt senti en train de rougir, donc une espèce de honte. C'est comme s'il se dévoilait quelque chose de mon intimité, alors que j'étais tout seul. Ouais. En fait, j'étais en compagnie de ce livre-là qui me disait quelque chose de moi-même. Donc je pense que la honte est un sentiment très profond, très radical, puisqu'il est lié à mon humanité. Il y a un grand philosophe peu connu en France, qui est un philosophe russe, Vladimir Solovyov. Dans son grand livre, qui s'appelle « La justification du bien », il individualise différents sentiments et il dit, ce qui est très frappant, les sentiments sont communs à l'homme et à l'animal. L'animal peut avoir peur, il peut être joyeux, etc. Par contre, on n'a jamais vu un chien être honteux. Alors, parfois, on dit que si, mais... C'est vrai Alors, que... j'ai pas vu d'études, moi je m'intéresse à l'animalisme, j'ai pas vu d'études là-dessus. Et pour lui, c'est le sentiment frontière qui distingue l'animal de l'homme. D'accord. Parce que justement, c'est un sentiment profond qui ne peut pas disparaître par certains côtés, qui protège mon humanité. Quand la honte monte en moi, c'est quelque chose qui va menacer mon être Ma humain dignité, sujet. on peut dire ça comme cela? C'est ça? Oui, mais je pense que c'est encore plus profond qu'une question éthique de dignité. D'accord. Ça touche mon être même. Et de fait, c'est pour ça que c'est un sentiment qui est certes est culturel, comme on vient de le dire, mais je crois s'enracine aussi dans notre nature. La question, c'est après ça, quels vont être les objets de honte? Mais en tout cas, c'est un sentiment qui va me garder intérieurement, qui va dire « Oh, attention, là, tu risques en effet d'être pris pour autre que toi-même ». Donc, en fait, si je vous comprends bien, messieurs, dans cette toute première partie d'émission, je cherche un extrait d'une catéchèse du pape François qui date de 2017, dans laquelle il parle carrément de la grâce de la honte. Si je comprends bien, il y a en fait il y a 2 formes de honte. En fait, il y a une forme de honte-culpabilité et peut-être une honte garde-fou contre, n'est-ce pas, un surego ou mais du point de vue psychologique, c'est clair. On voit bien ça. J'ai retravaillé récemment la notion de sentiment de culpabilité chez Freud, qui apparaît très tôt. C'est qu'il y a une honte qui peut être destructrice. Moi, je vois bien, comme prêtre, quand il y a des personnes, les scrupuleux, ils peuvent se détruire intérieurement par une espèce d'hyperconscience morale. Et dans ce sens-là, il y a une honte négative. Mais il y a une honte positive qui est à la fois ça signifie que j'ai une conscience de ce que je fais, du mal éventuellement que je fais, mais aussi du mal qui peut m'arriver et qui peut me détruire. Et dans ce sens-là, c'est extrêmement protecteur d'avoir ce sentiment de honte. On est d'accord. Et que le faire disparaître, c'est risque de menacer, en effet, ses frontières intérieures. Ouais, Stéphane Floccari, alors je ne sais pas ce qu'on dirait Nietzsche, mais, non, mais contre les scrupuleux. Je vais simplement essayer de parler au nom de Stéphane Floccari, mais il y a deux choses qui me frappent dans ce qui a été dit par les 2 intervenants et qui m'intéressent au premier chef. L'intervenant qui est avec Patrice nous, Rass, Patrice qui est avec nous, a parlé du caractère culturel. Moi, je suis parfaitement d'accord avec lui, mais je pense que précisément, peut-être qu'avec la prohibition de l'inceste chez Lévi-Strauss, là, on touche à peut-être un autre fait culturel finalement universel, parce que évidemment, ça peut être très culturellement marqué. Par exemple, chez les Japonais, on sait qu'après l'humiliation d'une guerre, par exemple, comme la défaite de la Seconde Guerre mondiale, des gens se suicidaient en masse et que Maurice Panguet a étudié ça. La mort volontaire au Japon a un tout autre sens qu'en Occident. Donc, il y a une dimension culturelle de la honte.
La honte se construit, c'est un fait social total. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais je pense qu'en Occident, la honte aussi existe. Elle se manifeste peut-être autrement, de manière moins spectaculaire, moins immédiatement brutale et tournée vers le corps. Tout le monde ne se fait pas harakiri le matin quand il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à propos de ce que disait le père à l'instant, à propos du rougissement. Ouais. On parlait de Sartre, et c'est tout à fait étonnant. Pourquoi est-ce qu'on rougit quand on rougit, on est dans son corps débordé par une émotion qu'on ressent sans savoir qu'on la ressent. Alors Sartre appelle ça mauvaise foi. Alors ça peut nous sembler un peu brutal de le dire comme ça, mais mauvaise foi, ça ne veut pas dire mauvais esprit. Mauvaise foi, ça veut dire scission à l'intérieur de soi. L'un des exemples que prend Sartre pour la mauvaise foi, il en prend deux. C'est d'une part le garçon de café qui joue au garçon de café et qui en réalité n'est pas un garçon de café. Mais c'est d'ailleurs très agréable quand même d'avoir un garçon de café qui est vraiment un garçon de café et qui vous le joue et qui vous le mime, parce que quand vous êtes au café, vous aimez bien qu'il y ait un garçon de café quand même. Enfin, moi, je suis très sensible. Et d'autre part, la jeune fille. La jeune fille qui a un flirt, qui va s'asseoir sur un banc public avec ce garçon qui flirte avec elle, et qui, au moment où ce garçon tente de mettre sa main sur la sienne, d'un seul coup se met à rougir. Et Sartre dit, mais de quoi est-ce qu'elle a honte, en fait ? De quoi est-ce qu'elle a honte, puisqu'elle s'est engagée elle-même, a priori volontairement, dans un processus qui l'a conduit à ce flirt, donc à révéler que peut-être elle est prête à s'ouvrir à certains sentiments pour un autre garçon, mais au moment que ces sentiments se réifient dans deux mains qui se touchent, là, il y a quelque chose qui se passe et qui se réifie justement dans le corps, c'est-à-dire à travers le rougissement. C'est-à-dire que le corps envoie un signal, la rougeur, où que ce soit dans le corps, c'est quand même un signe de chaleur, de flux sanguin. Donc il se passe quelque chose, il y a une réaction du corps. Le corps pense. Alors là, on retrouve Nietzsche, vous voyez, pleinement. Évidemment, corps je suis. Et d'ailleurs, corps je suis qui ne se pense pas pleinement. Et sans doute que dans l'expérience de la honte, je voudrais prendre juste un exemple, dans l'expérience de la honte, il y a toujours aussi un peu une découverte paradoxale et un peu douloureuse de soi. Je pense à Annie Ernaux, à laquelle je pensais en venant ici, cette écrivaine française primée récemment à titre universel, et qui a écrit un ouvrage sur la honte. Et elle a éprouvé quelque chose que moi-même je n'ai pas éprouvé, alors que j'ai un parcours social qui pourrait, par certains aspects, lui être comparé avec elle. C'est-à-dire qu'elle vient d'un milieu populaire, non instruit, sans diplôme, et en se diplômant, en devenant professeur, en accédant à la connaissance, elle a éprouvé un sentiment de honte, comme si elle trahissait sa classe sociale. Et moi, je me demande de quoi elle avait honte. C'est-à-dire, est-ce qu'elle avait honte de trahir sa classe ? Trahir, voulant dire deux choses. Trahir, c'est tromper, mais trahir, c'est aussi révéler. Et le rougissement révèle, autant qu'il ne me trompe ou qu'il ne me détrompe, il révèle quelque chose de moi. Et on peut imaginer aussi peut-être que, changeant de classe, et c'est toute la culpabilité qu'elle a dû éprouver, elle portait sur ses épaules la honte d'avoir ces parents-là, qui, eux, ne sont pas instruits. Ça va loin, cette histoire. Et moi, je dois dire qu'en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que personne, en tant que professeur, etc., je n'ai jamais éprouvé la moindre honte de ce qu'étaient mes parents, et je les ai toujours trouvés instruits, mais instruits de la vie. Ouais, et tout à l'heure, en coulisses, on parlait de Maître Eckhart, et il y a une catégorie que je trouve magnifique chez Maître Eckhart. Maître Eckhart distingue le Lesemeister, le maître de savoir, le maître d'écriture, de lecture, et le Lebemeister. Et moi, j'ai l'impression, avec mon père, avec ma mère, d'avoir reçu des magnifiques Lebemeister ou Meisteron, c'est-à-dire des maîtres de vie. Et donc, la honte... Il y a une admiration, en fait. Oui, bien sûr. Cette femme, hein, mais je pense que la honte est toujours... Et Patrice, qui est psychologue, en parlera mieux, le père aussi, puisqu'il est en contact avec des consciences, avec des âmes, n'est-ce pas ? Je pense que la honte, c'est toujours la manifestation d'un conflit, d'une scission à l'intérieur de soi. Et donc, j'ai honte de mes actes, j'ai honte de ce corps, j'ai honte pour toi, de ce que tu viens de dire, j'ai honte de moi parce que j'aurais jamais dû me comporter comme ça dans telle situation. Et donc, la honte est une expérience qui m'enjoint, qui m'impose,
qui m'appelle à retrouver une unité perdue. Et donc, dans la honte, je dois faire le bilan de ce que je suis. Donc, je pense que c'est une expérience, effectivement, qui n'est pas nécessairement totalement négative, ni dépréciative, ni à repousser, mais c'est toujours une expérience à essayer de comprendre, d'analyser, de s'approprier. Patrice Ras, qu'en pensez-vous je fais appel effectivement à la côté au psychologue que vous êtes, au fond, finalement, au coach que vous êtes. Quand vous dites l'ego ami ou ennemi, c'est vrai que là, on est en plein dans le dilemme entre la honte ami ou ennemi, finalement. Hein. Jusqu'où? Alors oui, en fait, ça m'inspire beaucoup de choses. D'abord, j'ai beaucoup de plaisir à écouter mes partenaires de discussion, parce que j'ai moi-même fait des études de philosophie quand j'étais jeune, donc ça me rappelle de très bons souvenirs. Aujourd'hui, je me suis un peu spécialisé sur les mécanismes émotionnels, parce que c'est l'essentiel de notre vie de tous les jours, que ce soit la motivation ou les conflits, par exemple. Et donc, à un moment donné, j'ai vécu moi aussi une culpabilité assez violente, et ça m'a amené en fait à creuser, à transformer mon problème en produit, et j'ai créé un stage sur la culpabilité. Et je me suis très vite posé la question, c'est quoi la différence entre les deux? Et c'est vrai que, vous l'avez dit, je vais le dire à ma façon, mais je pense qu'il y a beaucoup de différences entre la honte et la culpabilité, qui sont des émotions et des sentiments frères et sœurs, en quelque sorte. Mais je crois que la culpabilité, ça concerne d'abord et avant tout ce que nous avons fait. Alors que la honte, c'est d'abord ce que nous sommes. Et effectivement, il y a aussi une autre dimension qui est celle du regard, c'est-à-dire que la honte, c'est un regard de l'autre. C'est comme si on perdait notre dignité ou notre honneur, puisque les Japonais parlent beaucoup d'honneur en fait dans leur culture. Et nous, on en parle très peu. Hein. Tout à l'heure, je ne voulais pas dire que ça n'existait pas en Occident, et évidemment que ce sont des émotions universelles qui existent en France, en Europe, partout, mais elles sont moins représentées parce que la culpabilité a pris davantage de place. Et la culpabilité, c'est par rapport à ce que nous avons fait, c'est quand nous nous sentons responsables de la souffrance ou du malheur des autres. Et la honte, c'est effectivement un conflit, à mon avis. Le conflit entre ce que je crois être, ce que je voudrais être, et ce que je découvre que je suis, et je le découvre effectivement grâce ou à cause du regard des autres. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un dévoilement, une catastrophe, c'est que d'un seul coup, je m'aperçois que je ne suis pas aussi parfait, aussi beau, aussi magique que je crois l'être, que je voudrais l'être. Et c'est là où l'ego, évidemment, intervient et explique pourquoi ces émotions, les deux d'ailleurs, la culpabilité comme la honte, sont manipulées, amplifiées. Elles ne sont pas créées, mais elles sont amplifiées par l'ego. Parce que l'ego, bien sûr, il retrouve son compte. Ouais. Lâchez vos égos, disait l'autre. En tout cas, pendant ces quelques minutes, je vous propose de nous séparer pour mieux nous retrouver en compagnie de Vivaldi. Cet Amen, extrait de cet Allegro interprété par Marie-Nicole Lemieux. À tout de suite. Pour Vivaldi, Amen, des extraits de Nisi Dominus précisément, extrait de cet Allegro. Et tout de suite, nous voilà de retour dans
ce studio sur Andy Notre-Dame et RCF, à l'heure où nous évoquons cette délicate, ô combien délicate question de la honte. Est-ce un péché tout simplement d'avoir honte? On en parle avec le père Pascalide, c'est pas tout à fait tranché encore. Stéphane Flocari, agrégé doctorat en philosophie, et Patrice Ras, formateur, conférencier, coach, psychologue, qui a écrit notamment L'ego, ami ou ennemi chez Erol. Alors effectivement, je pense que vous aviez raison de le préciser par Pascalide, il est peut-être pas essentiel de, pendant 52 minutes, scruter est-ce que c'est bien, est-ce que la honte est différente de la culpabilité, de la pudeur, etc. etc. Mais c'est vrai qu'on a besoin de faire quand même un peu le ménage pour savoir jusqu'où, par exemple, parce qu'on parlait de la communauté catho, entre la cathosphère, qui a tendance à trop, justement, se chercher plein de scrupules, culpabiliser, etc. Une société qui nie aussi une certaine forme de responsabilité. Donc là-dedans, comment retrouver un équilibre aujourd'hui en 2024 ? C'est un peu aussi l'objet de l'émission, hein, finalement. J'irai plusieurs choses. La première, c'est que bien sûr que, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a une pathologie de l'excès de culpabilité qui est destructeur, on l'a rappelé, pour soi et pour les autres. Il y a une pathologie aujourd'hui massive aussi du défaut de culpabilité. N'oublions pas que c'est ce qui caractérise les personnalités narcissiques. Elles se trouvent tellement au-dessus de la loi que ce qu'elles font, leurs transgressions qui sont profondément destructrices, ne sont absolument pas culpabilisées. Quand on perd ce marqueur intérieur, on perd le sens des limites et on peut aller jusqu'en effet détruire l'autre. Donc, soyons bien clairs, il y a un juste milieu entre la vraie, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien l'expression culpabilité ami ou ennemi. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, plutôt qu'en effet trancher les différences entre des mots qui sont en fait assez fluctuants et qui se recoupent pour une bonne part, je crois que c'est plus intéressant de distinguer des composantes. Moi, je pense qu'il y a 4 composantes dans la honte ou la culpabilité. La première, c'est la question de savoir si, oui ou non, j'ai commis un tort objectif. Avoir honte si j'ai fait quelque chose de mauvais, c'est plutôt le signe d'une bonne santé intérieure, on le voit d'ailleurs en psychologie. Donc il y a d'abord le caractère objectif. Y a-t-il préjudice ou non préjudice ? Ne pas avoir honte si j'ai détruit la vie de quelqu'un dans un accident parce que j'étais en état d'ébriété, c'est plutôt mauvais signe. Et par contre, avoir honte, c'est le signe que j'ai une conscience morale. On est d'accord. Deuxième composante, l'intelligence, c'est-à-dire la capacité justement qu'a la conscience de pouvoir nommer le mal comme étant destructeur et donc d'établir une bonne distinction entre ce qui est humanisant et ce qui est au contraire aliénant. Troisièmement, toujours importante pour la culpabilité, la question de la liberté. Est-ce que je suis cause ou non de mon acte ? Si je conduis en état d'ébriété, si on prend le même exemple, je suis cause de mon ébriété, mais bien évidemment, je n'ai pas voulu écraser ce piéton. Et quatrièmement, ça c'est une composante essentielle, le désir de réparer le mal que j'ai fait. Je sais que j'ai véritablement... Et ça c'est intéressant chez les personnalités narcissiques. Le mari qui bat sa femme, au bout d'un moment, il ne peut pas nier qu'il l'a fait. Donc ça, en effet, il va nommer, il va même éventuellement avoir conscience et être libre. Par contre, il ne réparera jamais. Ou s'il le fait, il fera payer à l'autre. Ok, j'ai fait ça, tu dois compenser, alors que c'est lui le fautif. Et donc c'est intéressant de voir que quand il y a les 4, là on a affaire véritablement à une culpabilité saine et normale. Par contre, lorsqu'il y a une culpabilité pathologique, le plus souvent le premier élément manque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute objective. Je me sens coupable, en effet l'exemple des parents était intéressant, d'avoir des parents de telle ou telle classe sociale, j'en suis absolument pas responsable. Et j'aimais bien comment vous avez revisité en disant très justement que, ben non, ce qu'ils ne savaient pas du point de vue du savoir académique était largement compensé par un savoir de la vie. Donc il n'y a aucune raison d'avoir honte. Donc là, c'est une culpabilité qui est pathologique. Par contre, ce qui est constant, les études psychologiques le montrent, c'est qu'on veut toujours réparer. Et la réparation elle-même, quand elle est infinie, elle est aussi destructrice. Je vais rajouter un autre mot intéressant sur l'aspect culturel. Moi, intéressant, je ne sais pas si intéressant, en tout cas, qui me paraît important. C'est vrai que c'est toujours culturel quant à son objet. Moi, je vois bien perdre la face au Japon, c'est quelque chose d'absolument central. Mais la culpabilité est toujours là. C'est seulement la frontière qui se déplace. Et aujourd'hui, je dirais qu'en Occident, elle s'est déplacée de bas en haut. C'est-à-dire concrètement, c'est qu'aujourd'hui, on est prêt à raconter même ses frasques sexuelles, voire ses perversions, sans aucune espèce de honte. Par contre, si vous posez à la personne, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qu'il en est un peu de votre rapport à la religion ou à la foi en Dieu ? Elle dit donc, mais de quoi vous vous mêlez là ? Et tout à coup, va naître un autre type de gêne. Donc il y a toujours un endroit, en effet, qui correspond à cette fameuse scission dont on parlait, à savoir que cette zone-là, c'est une zone intime que je ne vais pas rendre publique. Et donc ça signifie donc que la honte est toujours là, la crainte que le regard de l'autre, la parole de l'autre... Je sais dit ça tout à l'heure, mais c'est oui, ça. Mais surtout le fait que moi, sujet, je devienne un objet jeté en pâture aux autres. Donc c'est vraiment le gardien de la personne que cette honte, moi-même et l'autre.
Ouais, Stéphane Folgari, c'est pas simple. Hein, alors, tout ça est très riche et il y a énormément de choses à dire pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Bon, d'abord, cette idée que je sois objectivé dans la honte par le regard d'autrui, là, on a une formidable occasion d'éviter aux auditeurs le contresens habituel sur Sartre. Quand Sartre dit « l'enfer, c'est les autres », il ne veut pas du tout dire que le fait d'être dans des relations avec des autres est nécessairement infernal. C'est dans Huis clos, quand les 4 personnages se retrouvent au ciel, l'idée importante, c'est que celui qui est mort, précisément, ne peut plus changer ce qu'il est, il ne peut plus modifier ses actes. Donc là, il est entièrement objectivé, il est figé dans ce qu'il a fait. Et donc là, effectivement, les autres, c'est l'enfer, puisque ce sont eux qui vont déterminer ce que je suis et fixer intégralement ce que je suis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, dans l'exposé que le père vient de faire, je trouvais ça tout à fait éclairant et intéressant. J'ai eu l'impression de retrouver énormément de choses de Paul Ricoeur et d'entendre beaucoup Paul Ricoeur, même si Paul Ricoeur était plutôt protestant, semble-t-il, que catholique. Donc chrétien. Donc chrétien, bien sûr, complètement chrétien. Encore que, sans doute, on pourrait décliner sans doute entre catholiques, protestants et orthodoxes, sans doute, des différentes figures de la honte. On pourrait sans doute le faire. Plus importante et la culpabilité. Et plus importante, elle est au cœur de volonté. Incontestablement, et dans le protestantisme en général. Donc il y aurait vraiment... Plus importante, culpabilisante. Il y aurait vraiment des choses à dire. Mais bref, et Durkheim, d'ailleurs, a dit que, comment dire, les protestants se suicidaient plus que les catholiques, et dans ses études sociologiques. Mais il y a 2 autres points. Allez-y. Il y a un point concernant l'honneur et le sentiment de culpabilité. Moi, je suis d'origine italienne, c'est un secret de Polichinelle. Et j'ai été confronté, comme tous mes compatriotes ou mes co-compatriotes, puisque je me considère comme franco-italien totalement, à la question de la mafia, par exemple. La mafia, ce sont des gens qui paradent du matin au soir, qui sont connus de tous, qui commettent tous les crimes de la terre, mais dont les personnalités narcissiques sont si puissantes et si schizées qu'ils semblent ne pas éprouver de la honte. Mais le dimanche, ils vont mettre des cierges, ils suivent l'ensemble des sacrements, ils marient leur fille, ils ne veulent pas de déshonneur du côté de la sexualité de leur fille, etc. Et on voit comment le sentiment de l'honneur peut se nicher n'importe où. J'ai sans doute, et beaucoup le sentiment que ceux qui revendiquent beaucoup l'honneur sont souvent des hommes de déshonneur, précisément. Vous savez, vous me faites penser au secret de famille, Stéphane. Vous savez, ces familles entières où on dit que oh non, en fait, c'est par honte que les secrets se transmettent. Les familles très honorables. Restons honorables, restons dignes. Restons dignes. Non, bien sûr, comme s'il n'y avait pas de placard rempli de cadavres aussi chez nous. Bon. Sainte Thérèse d'Avila était terrible contre ceux qui mettaient leur point d'honneur. Elle disait, c'est de l'orgueil. Elle a combattu ça au XVIe siècle. Sûr. Mais alors, concernant le dernier point qui est celui de la pudeur, là c'est extrêmement intéressant parce que dans la pudeur, je n'ai commis aucune faute. Ma nudité n'est pas de ma faute. Et au contraire, il n'y a aucune faute à avoir un corps. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que se vêtir Se vêtir, porter des vêtements, c'est littéralement dissimuler son être-objet. Donc, quand je me vêtis, je me soustrais à l'objectivation du regard d'autrui. Et donc, j'évite de ressentir de la honte. Encore que, je peux avoir un vêtement qui est honteux. Si je me rends compte que le jour d'un enterrement, je suis arrivé avec une chemise écarlate ou blanche, et il y a un problème, je devrais être vêtu. Encore que là aussi, c'est culturel, parce que le deuil en Orient ou en Extrême-Orient sera plutôt accompagné du blanc. Voilà, donc il y a un code culturel. Alors, dans la pudeur, il y a comme une sorte d'expression tout à fait étonnante, qui, à mon avis, est pointée dans le texte de la Genèse biblique, mais qui reste à penser par les théologiens, par les philosophes aussi, qui est comme l'expression ou la manifestation d'une honte originelle qui semble indépendante d'une quelconque faute. Mais c'est ça ma question. Parce qu'en un sens, Adam et Ève ont péché. Curieux, hein. Bon, ils ont péché, il y a eu la tentation, il y a le serpent, etc. On peut interpréter le fait que le serpent, précisément, rampe, soit au sol, donc il est inférieur à l'homme, il est en dessous. Il ravale l'homme à sa propre animalité, mais il n'y a pas de faute extrêmement grave. D'ailleurs, c'est ce que dit Jean Kelevitch, par exemple, dans ses ouvrages sur la tentation. Il dit, au fond, Adam et Ève, bon d'accord, ils ont commis des fautes, mais c'est pas si grave que ça. Et pourtant, moi, il y a une fresque que j'aime tout particulièrement, qui mérite vraiment d'être regardée de ce point de vue-là, c'est dans la Cappella Brancacci, à Florence. Masolino et Masaccio, pour le riche drapier Brancacci, en tout cas son neveu, ont fait... ils ont peint un certain nombre d'épisodes des Écritures. Et il y a une première fresque qui est tout à fait étonnante. C'est Adam et Ève
Adam dont on voit le sexe, qui n'est pas caché, qui se tient debout, qui est vraiment très mal. Nos jeunes gens, dans leur langue débraillée, diraient aujourd'hui il est au bout de sa vie, n'est-ce pas? Ça va pas bien du tout, n'est-ce pas? Mais alors, Ève, elle a un visage qui a été peint par ces deux peintres florentins que j'incite tout le monde à regarder. C'est une catastrophe, c'est un désastre, un déchirement. Et sans doute parce que dans le déséquilibre de ce couple primitif, ou primaire, ou premier, elle porte davantage la charge de la faute. Hein, c'est elle qui a tenté, etc. C'est elle qui s'est D'où le laissée fait qu'on tenter. dit que les femmes culpabilisent plus que les hommes. Je suis désolée, mais c'est quelque chose qu'on entend et qu'on voit et qu'on... Est-ce que c'est vrai ou pas? Peut-être que parfois, elles sont demandons à un peu Patrice plus... Rass, d'ailleurs, Peut-être ce que qu'il en parfois, pense. elles sont plus On conscientes. a plus de scrupules, plus Voilà, exactement, conscientes. de J'ai beaucoup de l'impression, choses. Patrice Rass, est-ce que Elles j'ai ont un raison? sens de la relation qui est plus affiné. Hein. Ça Sans peut doute. ça peut Je suis la expliquer seule femme ça. à table. Attention, Patrice Rass. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, bien sûr. La preuve, c'est que dans les stages que j'ai animés, il y a 80% de femmes. Donc, Et ça veut dire 80% de femmes qui vont effectivement... voir des psys. Oui, voilà, donc ça veut dire qu'il y a effectivement une conscience morale probablement plus forte chez les femmes que chez les hommes. Et ça incite évidemment, comme ce sont des émotions sociales, la honte et la culpabilité, qui font intervenir le regard de l'autre et les valeurs morales, forcément, c'est beaucoup plus fréquent chez les femmes. Ceci dit, ça existe encore une fois partout, chez tout le monde, et je souscris totalement à ce qui a été dit avant moi par mes prédécesseurs, à savoir que les deux émotions sont utiles, et non seulement elles sont utiles, mais elles sont indispensables. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui n'éprouve ni honte, ni culpabilité, ou qui ne pourrait éprouver ni honte ni culpabilité, serait probablement dangereux Oui, pour on est lui d'accord. et pour les autres. On a bien compris, ouais. Voilà. Ouais, intéressant. L'exemple de la effectivement, mafia, préciser. c'est tout à fait parlant. Ouais. Il y a aussi celui des fous. C'est-à-dire les fous, enfin, entre guillemets, les gens qui sont plus vraiment dans la réalité, ne se posent pas forcément la question de la morale et donc du rapport à l'autre, et ils peuvent avoir des comportements totalement déplacés, agressifs et violents, sans éprouver de honte ou de culpabilité. Et on sait très bien que c'est un signe d'inadaptation sociale. Être sensible au regard de l'autre, on sait qu'aujourd'hui, c'est un vrai travers de notre société, d'être totalement obsédé par le regard des autres sur nous. Et ça n'arrange pas nos affaires côté culpabilité. Mais Stéphane Flocari, vous souhaitiez rebondir, ainsi que le père Pascaline, mais juste rapidement. Oui, concernant la différence entre les hommes et les femmes, ça c'est extrêmement intéressant, hein, parce que très souvent on pense que les femmes sont plus pudiques que les hommes, et il me semble que les hommes sont tout autant pudiques que les femmes. Et ils le sont pour des raisons sociales qui sont aujourd'hui accentuées par la virilisation du corps, la sexualisation du corps, hein, qui fait qu'on doit absolument entrer dans certains canons, dans certains critères. Bon. Et concernant le fait que les hommes aient une conscience morale qui puisse être différente des femmes, sur ce point, je voudrais juste nuancer. Il me semble que les hommes ont plus honte d'avoir honte. Et ils éprouvent tout autant la honte. Mais c'est plus honteux d'avoir honte et de reconnaître qu'on a honte. Je pense que les hommes éprouvent aussi des tristesses, ils ont envie de pleurer, etc. Mais on pour des a raisons... plus de mal à reconnaître qu'on a peur. Voilà, et qu'on a peur. peur. C'est-à-dire en gros, pour le résumer, et le père nous tend une perche tout à fait heureuse ici, c'est que l'homme, ou les hommes, ça ne veut rien dire l'homme, les hommes, et notamment de sexe masculin, Oui. sont invités par le corps social et par leur éducation, et par l'acculturation générale, À assurer, à assurer et surtout à moins manifester Ouais. leurs sentiments. Donc ils doivent moins être le jeu des émotions. Et ça, évidemment, c'est une construction qui est très profonde et qui, en même temps, aujourd'hui, est un peu mise à mal. Ouais. Et c'est une bonne chose. Père Pascaline, c'est intéressant ça. Oui, il y a plein de choses. Je voulais juste revenir par rapport à la nudité, je me rappelle un passage de Marcel Grioul dans son livre Dieudo, quand il est chez les Dogons, qui en effet sont nus. On pourrait dire en effet, s'ils sont nus dans ce sens-là, ils sont impudiques. Il dit pas du tout. Parce que la nudité, c'est pas la question de l'impudique, c'est deux choses différentes. Il dit, ces personnes-là, quand on les regarde de façon insistante quant à telle ou telle partie du corps, là vont ressentir au contraire une honte. Donc c'est toujours la même question, c'est que là le corps est menacé, hein, vous le rappelez très bien Stéphane, hein, là le corps est menacé d'être réduit à l'état d'une chose, voire d'un objet de plaisir que je vais m'approprier. Donc c'est pas la question de la nudité. Jean-Paul II, dans ses très belles catéchèses sur la théologie du corps, il a l'audace d'avoir 4 catéchèses sur le nu dans l'art. Il dit, le nu dans l'art ne pose pas de problème. La question, c'est l'intention même de l'artiste. Si vous prenez par exemple, il ne donne pas cet exemple, moi je le donne, de la Bethsabée de Rembrandt, qui de fait est dénudée, le torse est dénudé. On sent que
la personne qui est montrée est tellement sauvegardée dans sa personnalité que le regard même qui est posé sur elle n'est pas un regard voyeuriste. Et donc là, la personne n'est pas chosifiée. Donc c'est pour ça que moi, quand j'étais médecin avant, forcément, on dit la parole qui est interdite aux patients, déshabillez-vous. Hein. Et la question, c'est de savoir quel est mon regard sur la personne. Et je vois bien que même dans mon regard, notamment sur une femme, il y a une façon de la regarder qui va la gêner, qui montre bien que mon regard est impudique. Et la femme, de ce point de vue-là, plus que l'homme, sent quand le regard est objectivant, instrumentalisant. Il est habitué. Intéressant. Je vous propose de nous séparer encore une fois avec Alain Souchon. Allô maman Bobo, tout de suite. Ou est-ce que c'est automatique? D'ailleurs, on n'en a pas parlé de ça, les premières hontes dans la vie terrestre. Merci Alain Souchon, merci à François Dieudonné pour cette touche musicale et pour toutes les autres, évidemment. Pascalide, Père Pascalide, Stéphane Floguerie et Patrice Ras sont avec nous aujourd'hui pour réfléchir à cette question de la honte, de la culpabilité, de la pudeur. Est-ce un péché tout simplement d'avoir honte? Alors, on va y répondre, hein, parce qu'on n'y a pas encore répondu, finalement. En tout cas, effectivement, peut-être... Alors, je casse un peu l'ambiance, mais Patrice Ras, est-ce qu'on sait les premières hontes dans la vie apparaissent... Est-ce qu'il y a une espèce de passage par la honte obligatoire, si je puis dire, dans la vie terrestre? Alors, obligatoire, je ne sais pas, mais effectivement, ça commence très tôt dans l'enfance.
Et ça peut être... c'est tout simplement la prise de conscience en fait, du regard de l'autre, avec la valeur négative qui peut y être assignée. Par exemple, une jeune femme qui découvre qu'elle a ses règles pour la première fois peut éprouver de la honte. Voilà, mais ça peut être... c'est souvent lié d'ailleurs au corps. Et moi, je pense que ça, c'est une des grandes différences avec la culpabilité. Encore une fois, on est coupable, on se sent coupable quand on fait du tort à quelqu'un. Mais par exemple, le fait d'avoir un corps comme ci ou comme ça, on n'a fait du tort à personne. En fait, c'est effectivement le signe d'un conflit, mais plus un conflit interne par l'introjection en fait, ou l'interprétation ou l'intériorisation du regard des autres. Et c'est pour ça, Père Pascali, que ça m'intéresse quand même d'avoir votre avis là, pour le coup de prêtre. C'est je suis rongé par la culpabilité. C'est quand même fort. Alors, donc ça va le redire. Rappelez-vous cette très belle scène dans Will Hunting, le beau film avec Matt Damon. Magnifique. Et en effet avec Robin Williams qui joue le rôle d'un psy, qui lui-même a une histoire traumatique. Lorsqu'il va libérer cet homme qui est un génie mais qui a une histoire elle-même fracassée, dans une scène super dans le film de Gus Van Sant, où il va dire 10 fois de suite « It's not your fault ». Et là, on va voir que l'autre va petit à petit briser ses mécanismes de défense, il va s'effondrer en larmes et enfin, il va se libérer de cette culpabilité complètement aliénante. Ou même dans le premier Top Gun, pareil aussi, quand il portait le poids de son père. Donc ça, c'est vrai qu'il y a cet excès. Je voulais prendre un petit exemple qui va bien nous montrer le lien qu'il peut y avoir entre culpabilité et faute, objective et culpabilité subjective. C'est Thierry Bizot. Il raconte ça dans son livre Catholique anonyme. Donc, vous savez, il rencontre, il fait une conversion à 40 ans, et là, il va relire sa vie, et à un moment, le conférencier lui parle, mais est-ce que vous vous souvenez pas d'une expérience de culpabilité quand vous étiez jeune? Et à ce moment-là, remonte un souvenir qu'il avait totalement enfoui à l'âge de 7 ans. Il se retrouve avec ses parents en Espagne, et là, il y avait un marchand de fruits et légumes qui était très sympathique, je crois qu'il s'appelait Gianni, et qui en effet donnait des caramels mous à ceux qui passaient, et un soir, son papa lui dit, tiens, il nous manque des fruits. Est-ce que tu pourrais aller chercher chez Gianni les mandarines qui nous manquent? Il descend, il arrive dans la boutique, il est en train de baisser le rideau, et il rentre dans la boutique, il dit « Ah, j'aurais besoin de mandarines. »« Ah, mais très bien, je vais aller chercher. » Et donc Gianni va aller chercher au fond de la boutique, et lui, il voit le bocal avec les caramels mous. Donc Gianni est au loin, qu'est-ce qu'il fait? Donc le cœur battant, il soulève le couvercle, il plonge la main, il prend un caramel mou, il le glisse dans sa poche, tout heureux de son exploit. Et revient Gianni, et à ce moment-là, Gianni, pour le remercier, dit « Tiens !» Il ouvre le bocal et lui donne un caramel mou. Et raconte-t-il, il revient sur le chemin, disait-il, mais qu'est-ce que j'étais triste. Et qu'est-ce qu'en effet, là, je me suis rendu compte à quel point, en effet... Et donc, il dit ce souvenir de profonde tristesse qui remonte en lui. Et quand il le nomme, donc 33 ans après, il dit « Là, je vois bien que ma conscience morale me parlait. » Vous voyez, il savait très bien qu'il avait à la fois menti et volé. Donc ça veut donc dire que, heureusement que nous avons ce signal intérieur qui nous montre la transgression. Alors bien évidemment, si on a des parents ou une culture qui a mal nommé la transgression du genre « on n'a pas le droit d'élever la voix à table », là bien évidemment, c'est pas une faute, parce qu'on entend, c'est normal d'élever la voix. Mais par contre, si ça touche notamment les 10 commandements, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne trahiras pas, là c'est un véritable signal intérieur très précieux. Oui, Dieu merci. C'est le cas de le dire. Dieu merci. Dieu merci, en effet. Stéphane Flocari, effectivement, être rongé par la culpabilité, là, il semble que là, c'est le mauvais. Là, ça peut devenir carrément... Alors, le péché, je ne sais pas si vous avez travaillé cette histoire du rapport au péché, donc au mal, effectivement, que nous commettons, pour le coup. Mais quand on peut être rongé par la culpabilité pour de bonnes ou de mauvaises raisons. On est bien d'accord avec ça, hein? Malheureusement, mais l'homme est si complexe. Je pense que... Si torturé aussi, parfois. Je pense que la honte est une étape... Les gens vont croire que c'est de moi que je parle. Oh là là, elle doit être encore... Je pense que la honte est une étape indispensable, incontournable, inévitable dans la construction de l'individu. Le problème, c'est quand la honte vire à la culpabilité. Ouais. Et c'est possible quand je me fige. Quand à l'instant, on entend parler de quelqu'un qui peut dire « j'ai volé, j'ai menti », j'ai mal agi il y a 30 ans et j'en souffre encore. Bon. Est-ce que ce je que je suis, là, maintenant, à l'instant T où je le dis, c'est le même que celui qui a volé il y a 30 ans? Si ce n'est pas le cas, je peux m'échapper de ma honte. je peux en faire le tour. Je pense que pour pouvoir vraiment l'évacuer, cette honte, il faut quand même en prendre pleinement conscience. Il faut vraiment la conscientiser. Mais aussi s'accorder à soi
comment dire, la souplesse de comprendre que je a été un autre, il n'est pas un autre, il a aussi été un autre, et que je ne suis pas forcément celui qui a commis ces fautes à ce moment-là. Je continue d'en souffrir, surtout si ça a eu des conséquences négatives pour autrui. Je ne pense pas que le commerce de notre ami Gianni est périclité de la perte de 3 caramels. Mais par contre, l'homme battu, ou l'homme battant, plutôt tout à l'heure, il y a aussi des hommes battus, mais c'est quand même infiniment plus rare. Mais la femme battue par cet homme, elle ne peut... c'est 1 sur 3. Pour 3 femmes battues, c'est un homme battu. Oui, c'est ce qui est quand même pas rien. Mais enfin, quand on a fait du mal comme ça à autrui, quand on a nui à autrui, on cherche une forme de réparation qui est une sorte précisément de remplacement d'une objectivité par une autre. Je remplace l'objectivation du regard que je porte sur moi-même par l'objectivation d'un acte ou de nouveaux actes que je vais accomplir pour, non pas ensevelir, surtout pas, mais pour réparer. C'est tout le problème de la justice. Tout à l'heure, j'ai prononcé le nom de Ricoeur, mais c'est tout le problème de la justice. Est-ce que, finalement, le juge le plus dur, le plus terrible que l'on rencontre, ça n'est pas soi-même? Et c'est ce que dit Kant, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, notamment, lorsqu'il dit que cette voix terrible de la conscience, je peux ne pas l'écouter. Mais je ne peux pas ne pas l'entendre. Et ce n'a pas le Kierkegaard aussi. Voilà, cette tout à fait. source du mal. J'y vais pas par quel moteur, en fait. Qu'est-ce qui nous motive à faire ci ou ça? Enfin, c'est très... Et moi, je pensais à Valjean tout à l'heure à propos de ces caramels qui sont donnés par le... En fait, celui qui est volé offre à celui qui l'a volé. Et c'est la scène de Monseigneur Myriel. Myriel qui est une anagramme de lumière, parce que le Y est un U en allemand, en grec. Et Victor Hugo le sait, bien sûr. Et Monseigneur Myriel, qui vient de se faire voler les chandeliers. Et puis Valjean, le lendemain, se fait attraper avec les 10 chandeliers. Et quand les 2 gendarmes arrivent en entourant Valjean, Myriel leur dit « Mais Madame Magloire, donnez-lui aussi les couverts. Vous avez oublié les couverts en argent. » Et là, quand celui que vous avez volé vous donne ce que vous lui avez volé, il vous fait un cadeau extraordinaire, c'est-à-dire qu'il vous donne la possibilité d'une honte sans culpabilité. C'est-à-dire d'une honte qui va vous permettre précisément de devenir un autre. Et Myriel dit à Valjean, attention Valjean, à partir de maintenant, vous êtes un homme de bien. Vous avez choisi le bien. Et donc, c'est ça la grande difficulté. Exactement. Je vais rebondir sur l'exemple de Stéphane qui me paraît intéressant. Oui, alors j'aurais bien aimé que Patrice Rass nous explique. Bon, bref, Patrice Rass, toujours en ligne, mon pauvre Patrice. Un peu dur d'être loin, d'avoir la parole. Il faut venir en plateau. Exactement, il fallait venir en plateau. Effectivement, j'avais quand même une question pour le rapport à la culpabilité. Vous aviez évoqué les femmes battues ou les hommes battus, peu importe, mais une victime, souvent, dit-on, est rongée par la culpabilité. En fait, on est tous rongés, quoi qu'on fasse, dans la culpabilité, parfois qu'on soit coupable d'un geste qu'on regrette, ou bien que l'on soit même victime d'un geste offensant, qui nous enlève notre dignité. Alors, explication. Alors, d'abord, je m'excuse de ne pas être présent, donc là, je culpabilise. On a réussi. Aucune honte. Voilà, bravo, 1-0. Ensuite, je voulais juste dire que je ne suis pas psychologue, contrairement à ce qu'on a dit. En fait, non, mais c'est juste un point de détail, mais comme j'ai été justement attaqué, jugé et condamné pour usurpation du titre de psychologue que je n'ai pas utilisé, je voulais en profiter pour faire un point, parce que ça a été justement une bonne question pour moi. C'était l'occasion d'affronter la culpabilité juridique. Heureusement, j'ai fait appel et j'ai gagné. J'ai été lavé, mais j'ai quand même ressenti de la honte pendant cet épisode, parce que justement, je me sentais sali et souillé. Et je pense que la honte, ça renvoie vraiment à ça, c'est-à-dire le regard qu'on porte sur soi et l'amour de soi aussi, parce que ça attaque évidemment la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi, la valeur qu'on peut se porter. Et donc ça, c'est très très important. Ouais. Père Pascali, là où on est vraiment au cœur de notre sujet. Je trouve ça assez intéressant d'évoquer justement, vous voyez, le moteur de tout ça. Et en fait, la mésestime de soi, on a pensé comme ça et on termine là-dessus. Alors, non, j'ajouterais un point important, justement, si on rebondit avec Jean Valjean et tout ce qui a été dit. En effet, comment faire pour sortir, en effet, de cette culpabilité destructrice? Alors, c'est vrai que pour nous, les chrétiens, ça a vraiment un sens, c'est le pardon. Et ce qui est intéressant, ça va être la réaction de Monseigneur Myriel maintenant. Comporte-toi comme quelqu'un qui a reçu de ma part la miséricorde. Et donc, maintenant, tu es un homme changé.
Et c'est ce qu'il va garder toute sa vie. Et c'est vrai que, parce que la réparation... Mais sans jamais s'en remettre. Parce qu'au fond, il va souffrir terriblement et il n'ira pas au sacrement du mariage de Cosette. Parce que s'il va au mariage de Cosette, il a peur qu'étant un ancien bagnard, il puisse faire rompre le mariage de sa fille. Ça, c'est en effet tout le rapport de Victor Hugo. Jusqu'à la fin, Valjean. Ça, c'est Victor Hugo. Non, ce que je dirais, c'est qu'il y a en effet des fois des actes que l'on pose où il n'y a pas de réparation possible, ou en effet qui sont irréparables. C'est là, moi, je vois bien ça pour moi. L'importance d'abord de demander pardon quand je commets une faute, et puis, comme prêtre, qui certes donne le pardon du bon Dieu, qui le reçoit aussi très régulièrement. Et je vois bien combien ça me reconstitue dans mon être, ça me transforme ce pardon. De savoir que Dieu, qui est infiniment sensible, est infiniment blessé par mes fautes, mais peut me pardonner infiniment, mais quel bonheur. Quand je sors du confessionnal, de savoir que je suis refait. Non pas parce que ça annulerait au sens où je me déresponsabiliserais, mais au contraire, quand je reçois ce pardon, j'ai envie de le donner à mon tour pour justement annuler la dette de l'autre. Et ça, c'est une grâce fantastique, parce que quand on reste dans des relations de justice, quel était le problème de Ricoeur ? Justement, on a du mal à accéder à ce plein pardon qui fait que, ok, tu as commis une faute, on remet ça à zéro. C'est une recréation, le pardon. C'est-à-dire que, comme une création, on est une créature neuve et désormais, la relation redémarre à neuf. Et donc, ça, c'est pour moi le remède à la question de la culpabilité. Cette question se pose, vous savez, y compris pour les pédagogues que nous sommes. Moi, je suis un professeur qui, des fois, doit sanctionner. Des fois, je dois punir. Il y a peu de temps, je vais vous raconter une anecdote, il y a peu de temps, mes élèves sèchent mon cours pour aller réviser un contrôle qui est juste après. Ils se présentent au cours d'après, je ne les accepte pas. Ils sont revenus le cours d'après avec des mots d'excuses et je leur ai dit, c'est oublié. À partir de maintenant, c'est oublié, etc. Bel acte de pardon, Stéphane. Et donc on repart. Et on repart à zéro. Mais pédagogiquement, mais même affectivement, dans une relation amoureuse, c'est indispensable. Patrice Rass, la solution, finalement, de votre côté, c'est reprendre goût à l'estime de soi. En tout cas, s'y intéresser de près à cette estime de soi, quoi qu'il arrive, se questionner sur son rapport à notre estime de soi, notre confiance en nous, tout simplement. Alors oui, bien sûr, mais encore une fois, c'est là où il faut faire la différence entre la honte et la culpabilité, parce que autant comme je souscris à 200% avec tout ce qui a été dit, notamment par le père sur la culpabilité, la réparation, etc. Dans la honte, il n'y a pas de réparation. Si j'ai honte de ce que je suis, il n'y a rien à réparer, puisqu'en fait, le seul tort que je ferais à supposer que j'en fasse un, c'est par rapport à moi, c'est par rapport à mon image, c'est par rapport à mon idéal. Donc là, effectivement, là, ce qui peut me sauver, pour faire le parallèle avec le pardon, que je trouve effectivement magique, le parallèle pour la honte, c'est l'amour de l'autre. Et bien voilà qui est conclu. Merci Patrice Rass, à la seconde près. Merci les amis, Père Pascalet, Stéphane Floguerie, Patrice Rass, merci infiniment. Merci aussi à Guillaume Nogueret pour avoir réalisé l'émission.